Une information en cours de développement à 5 heures. Le BCA a diffusé une alerte Amber concernant une fillette de 5 ans originaire de Watkins. Il s'agit d'Elena Erdl, aperçue pour la dernière fois chez elle vers 2 heures du matin. D'après les enquêteurs, sa famille s'est rendu compte de sa disparition aux alentours de 8 heures. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Watkins, dans le Minnesota. Petite ville d'un peu plus de 1000 habitants, Watkins est une communauté soudée. En juillet 2016, ses habitants tentaient encore de se remettre d'une tornade qui avait traversé la région, laissant derrière elle des amas de débris. Les dégâts avaient été considérables, 25 maisons touchées, dont 12 gravement endommagées, ainsi que 5 commerces. À Watkins, la tempête était arrivée le lundi soir. Le mardi matin marquait le début du grand nettoyage. Chacun essayait de retrouver un semblant de normalité, de reconstruire, alors que les longues soirées d'été s'installaient peu à peu. Parmi les habitants de cette petite communauté se trouvait Elena, qui du haut de ses 5 ans, avait déjà touché bien des cœurs. Elle adorait tout ce qui était rose ou violet et aimait se déguiser. Mais elle raffolait aussi des activités en plein air et n'hésitait jamais à se salir dans la boue aux côtés de son père Matt. Sa mère, Kayla, racontait qu'Elena était l'amie de tout le monde. Dès qu'elle manquait un jour d'école, son absence se faisait immédiatement remarquer. C'était une enfant intrépide, toujours prête à aider, même à grimper sur le toit de l'abri pour donner un coup de main à son père. C'était notre petite cacahuète, disait Kayla. Chérie de tous, elle souriait sans cesse et distribuait des câlins à tout le monde. Elle adorait son grand frère et aimait apprendre à ses côtés. La vie d'Élès était douce et dans à peine 2 mois, ils devaient célébrer le 6e anniversaire d'Elena, prévu pour Halloween, le 19 août 2016. Ce soir-là, Matt, le père d'Elena, et son ami et collègue Zachary Anderson, qui jouait avec lui dans la même ligue locale de softball, s'étaient rendus au Riverside Tavern vers 10h30 du soir, après un match, une habitude pour l'équipe qui aimait s'y détendre. Après quelques verres, le bar a fermé à 1h du matin et les 2 hommes sont repartis. Ils ont ensuite rejoint le bar Gordy's, à quelques rues de la maison où vivait Matt avec sa famille. De retour à la maison vers 2h, Elena dormait dans le salon. Kayla l'a alors montée dans sa chambre et l'a bordée avec sa couverture préférée d'Elsa, celle qu'elle ne quittait jamais la nuit. Matt est rentré vers 2h30 et Zachary est arrivé entre 3h30 et 3h45. Ils ont discuté jusqu'à environ 4 heures avant d'aller dormir. Ce n'était pas inhabituel que Zachary passe la nuit chez eux. Le lendemain matin, vers 8h30, le 20 août 2016, les parents d'Elena se sont réveillés et ont constaté qu'elle n'était plus dans son lit. Elle n'était ni dans sa chambre ni ailleurs dans la maison. La panique montant, ils ont aussi remarqué que le camion de travail de Matt, un GMC Sierra de l'année 2002, ainsi que son téléphone avaient disparu, tout comme Zachary. Matthew et Kayla ont fouillé partout, mais ils savaient qu'il fallait prévenir la police. Les autorités ont été contactées à 9h56. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un enlèvement potentiel. La décision a donc été prise d'émettre une alerte Amber à 13h12. Une information en développement à 5h. Le BCA vient de déclencher une alerte Amber pour une fillette de 5 ans de Watkins, Elena Erdl, vue pour la dernière fois à son domicile vers 2h du matin. Sa famille affirme avoir remarqué sa disparition aux environs de 8h. Selon la police, Anderson n'a aucun antécédent d'infraction sexuelle et aucune piste claire n'explique son geste. Le BCA précise qu'il porte désormais une barbe courte et mal taillée et qu'il pourrait être vêtu d'un t-shirt noir portant la mention « Riverside Minnesota Softball ». La nouvelle des recherches s'est rapidement répandue dans Watkins et personne n'arrivait à croire ce qui se passait. Les agents tentaient de recueillir le maximum d'informations, espérant que quelqu'un aurait vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Ils fouillaient le quartier et prenaient également contact avec l'opérateur téléphonique de Zachary pour tenter de localiser son appareil. Les enquêteurs ont fini par apprendre que Zachary avait été aperçu vers 8h30 dans une supérette près de Browerville. Il semblait être seul et rien n'indiquait la présence d'Elena.
La police savait qu'une autre piste possible serait de tenter de retrouver le téléphone de Matt, resté dans le camion. Le temps jouait contre eux, et chaque indice devait être exploité sans tarder. Ils ont ensuite reçu une information selon laquelle Zachary aurait pu se trouver dans le comté de Todd, aux alentours de 6h30, puisque le téléphone de Matt s'était connecté à une antenne dans ce secteur. Le dernier signal avait été émis à 9h, toujours dans le comté de Todd, avant que l'appareil ne soit éteint. Moins d'une heure après la diffusion de l'alerte Amber, un nouvel appel est parvenu au bureau du shérif du comté de Cass. Il provenait du père de Zachary. Convaincu que son fils était lié à l'alerte, il expliqua qu'il avait reçu un appel de sa part plus tôt dans la journée, lui demandant s'il pouvait se rendre à la cabane familiale à Embley, située à environ 90 milles de Watkins. Il déclara autoriser la police à fouiller les lieux. Sans perdre un instant, des adjoints furent envoyés sur place, priant intérieurement pour arriver à temps. Pendant le trajet, 1000 pensées leur traversaient l'esprit. Qu'allait-il découvrir là-bas? Pourrait-il retrouver Elena et la ramener à sa famille? Et que s'était-il réellement passé? Près du parc naturel du comté rural de Cass, les adjoints arrivèrent sur la propriété. En commençant leurs recherches, ils mirent rapidement la main sur un premier élément crucial. Le camion volé chez les Less se trouvait garé dans un ravin appartenant à la famille Anderson. Sa position laissait clairement penser qu'on avait tenté de le dissimuler. Les adjoints continuèrent vers la cabane et commencèrent à fouiller pièce par pièce, le cœur battant, redoutant ce qu'ils pourraient y trouver. Ce qu'ils découvrirent cependant était tout aussi inquiétant. Une arme à feu, des munitions et une note attribuée à Zachary laissant entendre qu'il souhaitait se faire du mal. Une trace de sang apparaissait sur un angle de la feuille. Mais Zachary n'était pas là, et Elena non plus. En quittant la cabane, les agents suivirent des empreintes qui s'enfonçaient dans les bois bordant la propriété. Le shérif adjoint William Connor, accompagné de son chien Yankee, reprit les recherches près du camion stationné à proximité de la cabane. Yankee capta une piste et entraîna le policier vers une zone marécageuse. À environ un quart de mille de la cabane, il finira par tomber sur Zachary Anderson, debout dans l'eau jusqu'aux genoux, les bras lacérés. Il n'opposa aucune résistance lorsqu'il fut arrêté. Un des agents lui demanda « Où est la fillette ?»« Quelle fillette ?» répondit-il. Les enquêteurs lui ont lu ses droits et il répéta par 3 fois qu'il ne souhaitait pas leur parler. À ce stade, ils ignoraient encore si Elena était vivante. Ils lui dirent qu'il devait la ramener auprès de sa famille et qu'il pouvait les aider à le faire. « Je ne sais rien », affirma-t-il. Pendant plusieurs minutes, ils insistèrent, demandant où elle se trouvait. « Cette petite est ici, quelque part dans le marais, ou devons-nous rouler jusqu'à un autre endroit pour la retrouver ?»« Dans le marais », répondit-il d'une voix faible. Ils lui demandèrent encore 2 fois de confirmer ce qu'il venait de dire, puis s'il pouvait les conduire jusqu'à son corps. Il leur demanda une cigarette, puis les guida jusqu'à l'endroit qu'ils cherchaient, désignant un point précis dans le marais. Le corps nu d'Elena fut retrouvé immergé dans l'eau, dissimulé sous des débris, dans la partie sud des Wilderness Park Estates. L'unité canine détecta également une zone située à environ 75 pieds en suivant une piste partant de la maison. C'est là qu'ils retrouvèrent de sa couverture préférée, celle avec Elsa. À 6h02, le shérif Brian Cruz annonça la terrible nouvelle. L'alerte Amber pouvait être levée. Il ne s'agissait plus d'une disparition. C'était désormais une enquête pour homicide. Je n'ai pas réussi à dormir dimanche. Je ne pensais qu'à ça, raconte Craig Speldridge, qui vit dans le domaine privé de Wilderness Park, là même où le corps d'Elena a été retrouvé dans ce marais, juste derrière la cabane de la famille Anderson. Il expliqua s'être dit que quelque chose devait être fait. Il fabriqua une croix en bois, sobre et élégante, en mémoire d'Elena, un lieu où les habitants viennent aujourd'hui déposer leur chagrin. La communauté est profondément choquée. Les gens ici sont bouleversés, meurtris. C'est un village très soudé. Des habitants comme Ray Schultes et Anna Cash viennent se recueillir devant la croix en hommage à une enfant qu'ils n'avaient jamais rencontrée.
mais à laquelle ils ne cessent de penser. Leur tristesse est celle d'une communauté entière. Peu importe d'où l'on vient ou qui l'on est, quand une tragédie frappe si près de chez soi, elle touche tout le monde. Ray se souvient même avoir aperçu Anderson brièvement lors de l'assemblée annuelle samedi dernier. Il est entré dans le clubhouse, complètement couvert de boue. On aurait dit qu'il sortait du marais. Cette communauté du Nord, habituellement paisible, est désormais plongée dans un deuil profond après un crime inimaginable. C'est déchirant, vraiment. C'est très dur, dit l'un des habitants. Sans l'équipe canine, nous n'aurions peut-être pas retrouvé ce suspect, ou en tout cas beaucoup plus tard, explique Steve Pearson, dresseur de chiens policiers. Selon lui, c'est Yankee, le chien du shérif adjoint Bill Connor, qui a conduit les autorités jusqu'à cette zone marécageuse à environ un quart de mille de la cabane. Pearson avait entraîné Yankee il y a environ 5 ans. Leur capacité à percevoir et suivre une odeur est franchement extraordinaire. Comme les enquêteurs ne disposaient d'aucun vêtement d'Elena pour aider le chien, Pearson pense que le berger allemand a suivi la trace olfactive laissée par Anderson lui-même. La police rapporte qu'Anderson aurait d'abord répondu « Quelle fille ?» lorsqu'on l'interrogea sur Elena. Les agents arrivés à la cabane ignorèrent complètement où chercher. Ils avaient à même tenté de repérer quelqu'un depuis un hélicoptère au-dessus des bois. « J'ai aucun doute. Il aurait pu s'échapper », conclut Pearson. L'autopsie révéla qu'Elena avait été asphyxiée et victime de coups violents. Il existait également des indices d'agression sexuelle. Âgé de 25 ans, Zachary Todd Anderson fut inculpé de nombreux chefs d'accusation, meurtre au second degré, agression sexuelle criminelle sur une personne de moins de 13 ans, enlèvement pour faciliter un crime et enlèvement entraînant de graves blessures. Sa caution fut fixée à $1 million avec condition, ou 2 millions sans condition. Pour la petite communauté de Watkins, il était difficile de savoir comment commencer à affronter une telle horreur. Ici, on est des gens soudés. À nos âges, échanger des histoires autour d'un café peut durer tout un après-midi. C'est incroyable. Même pour 2 amis qui en avaient vu beaucoup au fil des années, les derniers jours avaient été trop lourds à porter. Cela ne devrait jamais arriver à un enfant si petit. Jamais. Je la voyais parfois en ville, quand je me promenais. Elle me faisait signe, disait bonjour. C'était juste une petite fille. Alice Listister avait du mal à trouver les mots pour décrire ce que ressentait tout Watkins. C'est dur. Watkins a traversé bien des épreuves. On a perdu beaucoup, mais on s'est toujours soutenu. C'est une communauté familiale. Dans cette ville d'environ 1000 habitants, où chacun connaît tout le monde et partage sa peine, une tragédie pareille paraît irréelle. Ce genre de choses n'arrive pas ici, répétèrent les anciens, cherchant à comprendre ce qui avait pu se produire. Leur longue expérience de la vie leur rappelait pourtant une certitude. On finira par tenir le coup. C'est une communauté où les gens ont de vrais liens entre eux, mais on survivra. Des veillées aux chandelles furent organisées et les habitants se réunirent pour affronter l'épreuve ensemble et soutenir la famille. Je me sens tellement impuissante, confia une participante. Je crois que tout l'État est sous le choc. Dans ce coin tranquille du centre du Minnesota, personne n'arrivait à croire que cela se passait vraiment. Une collecte en ligne fut lancée pour aider la famille et l'objectif de $15 000 fut atteint en 15 heures à peine. Le soir venu, des habitants se trouvaient encore sur place. On avait l'impression que toute la ville s'était réunie sur le parking de l'église pour rendre hommage à Elena. Certains étaient trop bouleversés pour parler, mais chacun voulait entourer la famille et honorer la mémoire de cette fillette de 5 ans aimée de tous. La musique de Frozen, son dessin animé préféré, s'éleva avant la prière. Une petite fille adorable, un peu timide, mais qui aimait jouer. Le parking de l'église Saint-Anthony était rempli d'un nombre incalculable de personnes venues se souvenir d'une enfant pleine de vie, toujours souriante. On veut juste être là pour soutenir la communauté, la famille et cette petite qui a perdu la vie. C'est tellement triste. Beaucoup essayaient de comprendre pourquoi une fillette de 5 ans,
avec tout l'avenir devant elle, avait été arrachée à la vie. Je veux juste savoir pourquoi. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire ça? Des parents ayant eux-mêmes perdu un enfant partageaient la douleur de la famille. Je suis tellement désolé que cela leur soit arrivé. Tellement désolé pour elle. Le fait que l'auteur présumé ait été connu et même apprécié de la famille rendait l'affaire encore plus insoutenable. Les registres judiciaires en ligne ne montraient que quelques infractions routières mineures. Nous n'avons aucune indication qu'il s'agisse d'un délinquant sexuel ou autre chose de ce genre, expliqua le shérif Cruz. Nous n'avons aucun mobile. Nous ne comprenons absolument pas pourquoi cela s'est produit. Un homme nommé John, qui avait grandi avec Matt et connaissait Zachary par la ligue locale de softball, raconta. Il paraissait quelqu'un de bien. Tout le monde l'appréciait. Il gardait toujours le sourire. C'est pour ça que c'est si difficile pour tout le monde. Il lui faisait confiance. Il semblait être un bon gars. Mais en creusant dans le passé de Zachary, des éléments troublants commencèrent à apparaître. Retour en mai 2006. Zachary avait 16 ans et vivait avec sa mère, à côté d'une femme de 31 ans, mère célibataire de 2 jeunes enfants. Elle raconta plus tard aux enquêteurs du comté de Wright que Zachary déposait des petits mots sur le pare-brise de sa voiture. Il y écrivait qu'il la trouvait belle et laissait son numéro, disant qu'elle pouvait l'appeler si elle le voulait comme petite amie. Elle pensait aussi qu'il lui avait volé des cigarettes lorsqu'elle avait laissé son garage ouvert un moment. En décembre, cependant, son comportement prit une tournure inquiétante et totalement imprévisible. Un matin, vers 1h30, elle fut réveillée par des coups violents frappés contre sa porte d'entrée. C'était Zachary. En simple sous-vêtement, il exigeait qu'elle ouvre et qu'elle couche avec lui. Il tentait de forcer la porte. Il s'enfuit aussitôt lorsque le compagnon de la jeune femme arriva, mais Zachary n'en avait pas terminé. En juin 2007, alors qu'elle dormait à l'étage avec ses enfants, Zachary retira la moustiquaire d'une fenêtre du rez-de-chaussée et s'introduisit dans sa maison. Il attrapa son téléphone posé sur la table basse du salon et prit la fuite. Il fut inculpé de vol et de cambriolage au 1er degré. Par la suite, il plaida coupable pour cambriolage au 3e degré, écopa de travaux d'intérêt général et dut lui présenter une lettre d'excuse. Un ordre lui fut donné de ne plus entrer en contact avec elle. Elle avait tellement peur qu'elle dut déménager. Comme Zachary Anderson était mineur à l'époque, l'affaire n'avait ni fait la une, ni figuré dans son casier public. Lorsque la nouvelle de son arrestation actuelle éclata, elle expliqua qu'elle n'aurait jamais imaginé que son comportement puisse escalader à un tel niveau. « J'en ai eu la nausée. J'étais choquée et bouleversée », confia-t-elle. Elle ajouta qu'en témoignant aujourd'hui, elle espérait encourager d'autres victimes potentielles à se manifester. Zachary plaida non coupable aux 19 chefs d'accusation, dont meurtre au 1er degré, agression sexuelle au 1er degré, enlèvement et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Il fut ensuite rapporté que son avocat tentait de faire invalider les preuves recueillies sur les lieux. Les policiers avaient dû continuer de l'interroger alors qu'il répétait exercer son droit au silence et refusait de répondre. La juge du comté de Cass, Jana Ostad, estima que Zachary avait été interrogé de manière inappropriée, rendant sa première déclaration irrecevable au procès. Le fait qu'il ait conduit les enquêteurs jusqu'à l'endroit où se trouvait la dépouille ne pourrait donc pas être utilisé contre lui, puisqu'il avait déjà invoqué son droit au silence garanti par le 5e amendement. Les procureurs, toutefois, soulignèrent qu'Elena aurait été retrouvée quoi qu'il arrive grâce aux moyens engagés. Hélicoptère, unité canine, recherche coordonnée. L'avocat commis d'office, Scott Collins, demanda également l'annulation de l'acte d'accusation, arguant que ses droits constitutionnels avaient été violés et qu'il n'y avait pas de motif suffisant pour l'inculper. La juge rejeta cette requête. Les 19 chefs d'accusation restaient maintenus. Ses avocats demandèrent aussi à ce que soient exclues les informations concernant la découverte du corps d'Elena, les vêtements et couvertures retrouvés sur les lieux, ainsi que les conclusions de l'examen du corps. Là encore, la juge refusa.
Les éléments du dossier établissent que la découverte du corps d'Elena et de sa couverture est totalement indépendante de l'acte inconstitutionnel par lequel Anderson a conduit les policiers à l'endroit indiqué. Ce qui suivait, en revanche, ne pouvait pas être retenu au tribunal. Sa remarque disant « Je ne sais rien ». Ses propos tenus dans le marécage, tout comme le fait d'avoir guidé les agents jusqu'à l'endroit où, selon lui, elle se trouvait, furent exclus. En revanche, restèrent recevables les vêtements et couvertures retrouvés, la découverte du corps d'Elena, son corps lui-même, tous les prélèvements effectués lors de l'examen, ainsi que l'ensemble des photographies. Il devait comparaître lors d'une audience préliminaire, mais un nouveau rebondissement allait survenir. Il finit par plaider coupable de meurtre au premier degré associé à une agression sexuelle avec pénétration. Les 18 autres chefs d'accusation furent abandonnés. Immédiatement après avoir reconnu les faits, il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Notre objectif était d'obtenir la peine maximale prévue par la loi du Minnesota, soit la perpétuité incompressible, expliqua Benjamin Lindstrom, procureur du comté de Cass. Et c'est exactement ce que ce plaidoyer a permis. Sa famille, elle, était déterminée à préserver son esprit et sa mémoire. 2 mois après son meurtre, ce qui aurait dû être son 6e anniversaire, le 31 octobre, sa mère décida d'organiser une fête en son honneur. Cela donna naissance à une formidable initiative caritative. Une famille encore brisée par la perte de sa petite-fille choisit d'aider d'autres familles confrontées à leurs propres épreuves. Partager l'amour d'Elena, tel était le nom et la mission. L'association plaçait la communauté au centre de tout ce qu'elle entreprenait. Aujourd'hui à Memley, la famille tenait une collecte de fonds sous cette bannière. Les bénéfices étaient destinés à une famille dont la fille se battait contre un cancer. Alexis Vaughn avait été diagnostiqué, en septembre dernier, d'un rare cancer des os. J'ai aidé à distribuer des bracelets, j'ai donné un coup de main pour la vente aux enchères silencieuses. C'était vraiment sympa, raconta une bénévole. Kayla expliqua que cela l'aidait à faire naître quelque chose de positif. Offrir des jouets à l'hôpital local, préparer des paniers cadeaux pour des enfants dans le besoin, continuer à montrer qui Elena était et tout le bonheur qu'elle apportait autour d'elle. Kayla avait un jour dit à Elena que les couchers de soleil étaient à quelqu'un qui vous regarde depuis le ciel. Après la mort de sa fille, elle se mit à revoir Elena dans ses couleurs du soir. 1 mois avant qu'Elena ne soit arrachée à ce monde, une tornade avait traversé la communauté. Dans les jours qui suivirent, les habitants s'étaient serrés les coudes, non pas parce qu'ils ne souffraient bis pas, mais parce qu'ils souffraient ensemble. Ils ramassèrent ce qui pouvait l'être, reconstruisirent là où c'était possible, et dans les endroits où les dégâts étaient trop importants, ils plantèrent de quelque chose de nouveau dans les ruines. Et après la mort d'Elena, la même chose se produisit. Son histoire est celle d'une destruction inimaginable, du genre que personne, ni communauté, ni famille, ne devrait jamais avoir à traverser. Certaines pièces ne seront jamais retrouvées. Certaines cicatrices ne disparaîtront pas. Certaines questions resteront à jamais sans réponse. Et il existe un chagrin qui finit par faire partie du paysage. Mais même au cœur de cette dévastation, les gens se sont présentés. Ils ont pleuré ensemble. Ils ont gardé sa mémoire ensemble. Parce que c'est ainsi que l'on tente d'affronter l'impensable. On rassemble les morceaux brisés, on se tient les uns les autres, et même si l'on ne peut pas effacer la tempête, on peut retrouver une forme d'espoir dans ce que l'on reconstruit.